Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Pratique. Aujourd'hui je vous propose de travailler sur une nouvelle source et ce n'est rien de moins que la théorie pratique sur l'art de la savate et de la canne par un élève de Michel dit Pisseux. Ce fameux Michel qui est réputé pour être un des premiers professeurs reconnus de savate et de canne. Mais laissez-moi vous faire une petite introduction qui risque d'être un peu longue, certes, mais qui permettra de situer un peu mieux le contexte. Tout d'abord, comme je vous laisse initier, il ne s'agit pas d'un traité écrit par le maître en lui-même, mais par un de ses élèves, un inconnu. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous raconte que, à l'époque contemporaine où il écrit son livre, les gens peuvent être dégoûtés par le mot savate, car c'est quand même affilié à, on va dire, un petit peu le monde de la pègre. Et quand il en parle, il dit que quand les gens pensent à cette idée de style de combat qui correspond aux brigands, dans ces mots on pourrait dire que c'est lointain, donc on pourrait présager que Michel Pisseux n'est pas le premier professeur, du moins s'il est le premier professeur reconnu dans la société acceptable, il n'est peut-être pas le premier dans le monde un peu plus compliqué qu'est les bas-fonds de Paris, mais en tout cas ça pourrait laisser présager que ça existe depuis belle lurette et qu'enfin la savate fait son apparition dans la belle société petit à petit, grâce notamment au travail de Michel. Il nous raconte que si l'art des armes est intéressant et très bon pour la santé, l'art de la savate est meilleur et avec affilié la canne. C'est meilleur. Pourquoi ? Parce que avec la savate, on est obligé de travailler dans les deux gardes, obligatoirement, et avec la canne, pareil. Donc, ce qui fait que ça fortifie le corps d'égale façon, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Et donc, l'escrime est très bien, mais la savate, c'est mieux. Il nous explique ensuite que par rapport à la gymnastique, qui est très bonne lui aussi, il n'hésite pas non plus à vanter les mérites de la savate, tout simplement parce que la gymnastique est un exercice très compliqué, où il faut beaucoup de force, de volonté et de travail pour pouvoir arriver à des résultats. Il nous évoque même un petit passage de sa vie où il serait tombé lors d'un exercice au portique. Donc il est tombé dans le filet de sécurité et il dit que les nœuds se sont imprimés en noir sur son corps. Donc il a été blessé, c'est un mauvais souvenir pour lui. Et donc il nous vante les mérites de la savate par rapport à la gymnastique, parce que la savate demande moins de ressources pour pouvoir commencer, mais fait mieux travailler et entraîne moins de blessures. Pour continuer, il nous explique que la savate, si c'est un très bon moyen au niveau du maintien de la santé et même de l'augmentation des capacités physiques, c'est aussi, et ça reste, un très bon moyen de défense qui permet de corriger les personnes qui vous auraient insulté. Bon, la vision de l'autodéfense n'est absolument pas la même que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. On va dire que le fait d'en venir aux mains est assez fréquent à l'époque, à ce que j'en comprends, et donc la savate, ça vous aide à gagner. Et il nous donne un petit témoignage qui est assez amusant et que je vais vous lire. Les termes employés sont particulièrement excellents, je trouve. Je citerai le neveu du général, dont il taira le nom, âgé de 22 ans, d'une complexion des plus faibles et d'une santé des plus débiles, qui est parvenu en 2 années, par un travail opiniâtre, à acquérir une force peu commune de corps et une adresse étonnante dans tous les exercices. Aussi, lui-même le disait-il, « Je ne me porte bien que lorsque je me livre à ces exercices », parle naturellement de la savate. Il négligea quelque temps et prit de l'équitation, mais il en revint à la savate, à la canne, au bâton à 2 mains, à la contrepointe, aux armes. Sa santé, de délicate et faible qu'elle était, s'est affermie et est des plus robustes maintenant. Aussi nous rend-il justice. Alors là, un petit témoignage qui est quand même assez intéressant, puisque ça rejoint ce que j'ai compris de la tradition française au niveau de l'art martial, c'est qu'on ne pratique pas un seul art, on les pratique tous. On y pratique la canne, la savate, le bâton, le sabre, l'escrime, voilà. La tradition martiale française, ce n'est pas une spécialisation dans un domaine, mais plutôt une polyvalence, et au fur et à mesure, on devient pas spécialiste dans tout, mais on devient quelqu'un d'assez compétent pour pouvoir avoir à faire face à des situations les plus incongrues, surtout pour l'époque. Et l'auteur continue à donner quelques exemples des témoignages de personnes qui
ont eu la vie sauve grâce à la savate. Voilà, ce sont des preuves pour lui qui sont irréfutables, c'est comme ça, et pas autrement, faites de la savate. En continuant la lecture, l'auteur nous parle un petit peu des origines de la savate, et qu'en dit-il ? S'il fallait remonter à la source des premiers éléments de la savate, et qu'il faille faire, comme jadis, la fréquentation des gens qui se livraient alors à cet exercice, certes, moi le premier, je me serais jamais mis en tête d'apprendre cela, car chacun le sait, la savate ne nous est parvenue que de gens réprouvés, de galériens en un mot, de gens sans aveu qui se réunissaient dans certaines salles qu'il n'était pas sain de fréquenter. Et là, sans distinction de coups, sans division réglée, ils s'essayaient à se donner des coups, à les parer, et cela sans les raisonner, sans approfondir cet art auquel ils donnaient naissance, et qui plus tard devait prendre une telle extension. Alors c'est assez intéressant, alors même il porte en peu cas des gens qui ont inventé, qui selon lui auraient inventé, ou du moins auraient pratiqué. Il n'y a rien qui prouve que c'était des gens de mauvaise fréquentation, hein. C'est lui qui le dit. On ne sait pas vraiment, qui... On ne sait pas vraiment si c'était des bandits. Si c'était des bandits, pourquoi se réuniraient-ils dans une salle pour pratiquer ? Moi je pense plutôt qu'on est quand même sur une pratique pas secrète, mais une pratique qui se fait discrète et qui a dû s'apprendre dans un contexte particulier, et pour ne pas perdre les réflexes, ou même parce qu'ils y avaient pris du plaisir à pratiquer lorsqu'ils ont appris ça, eh bien qu'ils se réunissaient pour s'entraîner, pour s'amuser, pour tirer, pour faire de l'assaut, un peu comme on le trouve aujourd'hui. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelles étaient les origines professionnelles de ces personnes et où est-ce qu'eux-mêmes avaient appris à tirer la savate, sachant que là on peut considérer que Pisseux n'existe même pas à l'époque où les gens se fréquentaient dans ces salles. On ne sait pas en fait vraiment, il n'y a aucune origine datée, ni de noms précis qui peuvent nous venir pour nous expliquer d'où est-ce que ça vient. Bon, moi j'ai bien ma petite idée, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ensuite, nous avons droit à une petite liste de professeurs qui est assez intéressante. Donc on trouve Michel Despisseux qui est dans sa salle rue de Buffo. Ensuite il y a celle de Le Boucher. La salle de Lozès, malheureusement je ne sais pas s'il y a un traité, s'il a écrit un traité, oui un de ses élèves a écrit un traité, ce serait intéressant de chercher. On retrouve Charles Lecourt, qui était un élève de Pisseux. Celle de Mouflet, et encore plein d'autres professeurs dont malheureusement nous n'avons ni les noms et il ne reste aucune trace. Et c'est vraiment un grand drame. Mais ce qui prouve que quand même ça se pratique en long, en large, en travers, et c'est très ancien, puisqu'il nous parle d'un temps où les gens pratiquaient dans des salles mal famées, mais il nous parle d'un temps qui ne peut même pas dater lui-même. Et après, pour finir, entre autres, il nous parle donc du conflit qu'il y a entre le jeu haut et le jeu bas en termes de savate. Donc lui, c'est un fervent défenseur du jeu bas, comme Michel Pisseux a dû lui enseigner. Un jeu bas que l'on retrouve dans la boxe des frères Lecourt, où effectivement de temps en temps, alors on retrouve dans le traité de Julien Leclerc les coups hauts, donc le coup à figure, mais je pense que c'est pour faire concurrence à la méthode Charlemont qui lui privilégie une boxe basse et haute. Donc Julien Leclerc, qui est un élève de Lecourt, qui est lui-même élève de Pisseux, donc lui a introduit le jeu haut pour ne pas se faire distancier au niveau de la publicité, mais explique bien que le jeu haut n'est bon que pour la salle, n'est bon que pour le jeu de chausson, hein. Le chausson est un jeu, ce n'est pas un art martial. Et donc voilà, on voit un peu de toutes ces guéguerres qui pouvaient exister entre professeurs, entre écoles, entre méthodes, et c'est vraiment dommage qu'on ait perdu ou du moins qu'on n'ait pas gardé en mémoire toutes ces différences qui pouvaient exister, et qu'on soit arrivé maintenant à quelque chose d'assez uniforme, chose que je combats vivement, en vous permettant de découvrir les autres façons de faire de la savate ou de la boxe française. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, et parlons donc de savate, avec la première division que nous trouvons dans ce manuel, qui va être un enchaînement très très simple, mais qui va pouvoir mettre une introduction à tout cet art que Michel Pisseux pouvait enseigner. Alors déjà, grosse difficulté pour moi, simplement parce que les mots employés ne correspondent pas du tout aux mots que l'on emploie aujourd'hui. Et il m'a déjà fallu faire un gros travail de réflexion et de compréhension entre la définition qu'ils emploient, le mot qu'ils emploient et à quoi ça correspond aujourd'hui. Commençons, c'est parti, je vais vous en faire la lecture et la démonstration. D'abord, le professeur doit placer l'élève comme nous l'avons prescrit plus haut,
et le faire marcher. Petit aparté, tout ceci est inclus dans la vidéo, sinon ça mettrait il nous faudrait 1 heure d'explication. Cette marche s'exécute en 3 temps exacts et consiste dans le développement d'un coup de pied droit ou coup de pied d'attaque. Et c'est là que commencent les problèmes. De quoi est-ce qu'il me parle? Il faut que le pied soit incliné en dehors et que la pointe du pied soit basse. Il doit être tiré en détendant le jarret et sans apporter le moindre raideur. Ce premier coup de pied, qui ne doit pas dépasser la hauteur du genou, forme le premier temps. Ensuite, on fait tourner l'élève sur la pointe du pied qui est resté à terre, ce qui forme le second temps. Puis reposer par terre le pied qui a développé le coup de pied, ce qui forme le troisième temps. Continuez ainsi la marche, puis exécutez la retraite en rompant par les mêmes temps, mais en arrière, pour parer par cette retraite le même coup de pied que le professeur vous tirera. Ce que j'en ai compris, moi, par rapport à la description, c'est que nous avons affaire à un coup de pied bas, ce qui est appelé un coup de pied d'attaque. Et ma foi, ça correspond assez bien à la description. Pourquoi? Parce que le coup de pied bas reste quand même une très bonne entrée en matière pour pouvoir pratiquer un enchaînement. Dans la leçon se trouve donc la protection vis-à-vis du coup de pied bas, c'est-à-dire le retrait de la jambe. Et là on retrouve les fondements des arts martiaux français, hein, si je peux dire, c'est ce que j'ai relu partout, c'est qu'on ne cherche pas à encaisser, hein, on esquive, au mieux, on part, au pire, mais il ne faut jamais prendre sur soi le coup directement. On n'encaisse pas un coup de baïonnette, et bien on n'encaisse pas un coup de pied bas dans le tibia. Que peut-on conclure sur cette première division? Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est un coup de pied bas en avançant, et après on fait une retraite pour esquiver le coup quand on le reçoit soi-même. Un petit détail qui est assez intéressant, c'est que c'est le professeur qui donne la leçon, et en fait ça évoque le principe qu'on n'est pas sur une pratique en groupe, hein, mais c'est qu'un professeur donne la leçon à un élève, peut-être il y aura 2 élèves avec lui, mais guère plus, on n'est pas sur les grands mouvements de masse comme on peut voir plus tard. On pourrait considérer que Michel Pisseux est une sorte de coach sportif de son époque. Alors malheureusement pour lui, même s'il aura fréquenté du beau monde durant la fleur de l'âge, apparemment sa fin de vie sera quand même assez malheureuse et il mourra pauvre, ce qui est fort dommage et bien peu d'honneur rendu à une personne qui a réussi à sortir la savate d'un milieu qui était peu accepté par la bonne société. Voilà, c'était le premier épisode d'introduction au traité de la savate selon Michel Pisseux. Les prochaines vidéos seront quand même beaucoup moins longues, mais je tenais à mettre un petit peu le contexte au niveau de tout ça. Voilà, sur ce, vous savez faire la première division de la savate selon Michel. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine!